Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer de poney la machine DC4. Donc, du même créateur, j'imagine, que la machine de la semaine dernière DC1. Donc, c'est une fois de plus une machine qui est importée depuis VulnHub sur la partie CTF All the Day de RootMe. Donc, je lance la partie. J'en profite pour dire un grand merci à VulnHub et aux créateurs et créatrices de machines sur ce site. Donc comme la semaine dernière, le but ça va être de afficher le flag qui est dans le fichier /passwd. C'est à peu près le même texte que la semaine dernière. A priori il y a plusieurs points d'entrée sur celle-là. Google peut être d'une grande aide. Il n'y a pas que Google dans la vie, il y a aussi DuckDuckGo. Mais c'est parti. Alors, donc comme la semaine dernière, une fois que l'environnement sera démarré, la première chose à faire, ce sera de faire un scan de port. Donc pour voir un peu plus sur Nmap, se reporter à la semaine dernière. Je rajoute le SC que j'avais pas mis la semaine dernière, qui permet d'exécuter des scripts NSE. NSE pour Nmap Scripting Engine. C'est pas obligatoire, mais ça peut servir parfois à sortir plus rapidement des informations de reconnaissance. Donc ma cible c'est ctf03.rootme.org. Pour rappel, pour les nouveaux et nouvelles d'entre vous, on imagine que je suis un attaquant et que j'ai juste l'adresse IP, ou le hostname de la machine que j'attaque, sans aucune autre information dessus. Donc la première chose à faire c'est de toquer à toutes les portes sur cette machine, pour voir quels sont les services qu'elle héberge. Donc, let's go. Port 22, port 80, c'est des ports qui sont très fréquents. Donc port 22, ce sera probablement du SSH, qui est par défaut le port utilisé par SSH. Donc j'en profite pour parler un peu de SSH. SSH c'est donc un vieux protocole. Je connais pas les dates, mais probablement créé dans les années 80. Et c'est très robuste, quand vous avez plusieurs ports à analyser et qu'il y a du SSH dedans, en général vous le laissez pour la fin, parce qu'il y a très peu de vulnérabilité associée, comparé à l'âge de ce protocole. Et donc historiquement avant il y avait le telnet, qui était donc non chiffré, et du coup on a dit ça va pas, il faut un protocole chiffré, donc on a rajouté SSH par dessus. Et maintenant le SSH supporte même le multiple facteur MFA ou 2FA pour ceux qui disent double facteur d'authentification. Mais on voit que le scan est fini, alors on peut se concentrer sur les rares ports ouverts, il n'y en a que 3. Le 22 SSH, on vient d'en parler. Le port 80, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est la première chose à investiguer. Donc on va se jeter dessus. Et le port 445, Samba Microsoft sur du Linux. Je sais que c'est du Linux, c'est écrit là, on voit que la version SSH permet déjà de savoir que c'est une Linux de distribution Debian. Et donc le port 445 Filtered, c'est pas du Microsoft, enfin c'est du Samba. Alors, je vais donc aller sur le port, désolé j'aurais dû couper WhatsApp, je vais aller sur le port 80 depuis le navigateur. Alors, nous ciblons la ctf03.rootme. Alors, on tombe sur un formulaire d'admin. Donc clairement c'est une machine qui n'est pas dédiée au grand public, qui est utilisée par l'administrateur de la machine. Donc la première chose à faire quand on voit un formulaire, j'ai déjà fait la semaine dernière d'ailleurs, c'est tester admin, qui encore aujourd'hui est un couple d'identifiants mot de passe qui passe assez souvent. Là on voit que ça marche pas, la deuxième chose à faire ce serait de regarder dans le code source, en faisant CTRL U sur ce navigateur, ça marche aussi sur Firefox, le CTRL U, et on voit qu'il n'y a pas grand chose comme
comme information intéressante pour un attaquant à se mettre sous la dent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est assez sale, mais c'est une solution qui marche. C'est du brute force. Alors le brute force, c'est quoi? Ça consiste à tester plein de combinaisons de mots de passe en espérant tomber sur le bon. Évidemment, pour un humain, ça mettrait 3 plombes, mais avec l'informatique, on peut augmenter la fréquence à plusieurs centaines de requêtes par seconde, oui, si le serveur tient la charge en online. Bon, par contre sur cette machine j'ai pas la Burp Pro, donc on va utiliser Burp non Pro, qui est du coup la Community Edition, qui est du coup beaucoup moins rapide pour le brute force, mais c'est pas grave. Alors Burp c'est quoi? Burp c'est... Tiens, j'ai pas la dernière version. Ça me surprend ça. Je vais vérifier dans mes outils. Alors j'utilise Temux, mais ça pareil, on en parlera dans une prochaine vidéo, comme client terminal. On va aller dans outils Burp, à la racine je pense. ls Burp. Burp. Yes, il est là. Je me disais bien que j'avais la dernière version. Du coup, Burp c'est quoi? Burp c'est l'outil qui servira tout le temps pour dès qu'il y a du web. Donc c'est un outil qui a une version community, donc qui a moins de fonctions que la version payante. Évidemment, si vous faites comme moi du test d'intrusion tous les jours, vous avez besoin de la version payante. Mais la version gratuite permet de solutionner la plupart des challenges de sites de hacking. Donc du coup comment ça marche? En fait c'est on va mettre Burp en proxy. Donc là je vais lancer Firefox et je vais configurer le proxy pour taper sur Burp. Donc je vais dans About Preference, je descends tout en bas et je vous dis de taper en localhost sur le port 8080. Comment je sais ça? C'est le port par défaut de Burp, mais c'est configuré quelque part dans les paramètres, je sais plus où, Project Option peut-être. Ça c'est un paramètre qu'on configure qu'une fois, donc j'avoue que on n'y va pas tous les jours. Option peut-être, il est là. Donc là on voit que le proxy de Burp écoute bien sur l'interface locale 8080 et le port 8080. Donc c'est bien ce que j'ai mis ici. Du coup, quand je vais aller sur un site, donc là on est, j'ai déjà oublié, CTF combien? CTF03, puisqu'on est allé sur la troisième salle de RootMe. Je vais carrément prendre l'URL entière. Donc quand je la mets dans Firefox, on voit que il attend quelque chose. Pourquoi? Parce que Burp est donc mis en proxy et l'intercept est activé, donc il intercepte la requête si on veut la modifier. Donc je vais désactiver l'intercept pour l'instant. Et donc là, quand je me connecte au site et que je tape par exemple admin, comme tout à l'heure, ça passe pas évidemment. Et par contre la différence par rapport à avant, c'est que j'ai intercepté toutes les requêtes qui partent de Firefox vers le site. Donc là on voit, je les ai classés déjà, j'ai l'habitude de faire ça toujours, d'afficher la dernière requête en premier, donc c'est en ordre inversé des requêtes. Donc la première requête qui a été faite par le navigateur c'est celle-là, ensuite celle-là, etc. Ici on voit bien donc le get sur index.php, c'est la requête émise et la réponse. Et du coup comme nous la cible c'est CTF03, je vais l'ajouter au périmètre. À quoi ça sert de l'ajouter au périmètre? Eh bien, alors le périmètre c'est CTF03, on peut enlever index derrière, sinon il va filtrer que sur index. Eh bien ça permet de filtrer ici, donc dans l'historique HTTP, ça permet de filtrer en cliquant Show Only in Scope Item. Et là du coup j'ai uniquement le site web que je cible, donc c'est quand même beaucoup plus clair.
Donc je fais une requête get, ça répond. Derrière la requête get, enfin en gros dans le code source de index.php, il doit charger quelque part, sûrement dans les style sheets, le fichier favicon. Donc il émet la requête et alors que ça n'existe même pas. Ça c'est assez fréquent, hein, c'est les trucs par défaut. Et ensuite on fait admin. Donc dans ma requête émettrice on voit bien que je tape username admin, password admin. Et dans la réponse il fait 302, il redirige. Donc le code HTTP 302 c'est une redirection. Et il redirige vers index.php. Sous-entendu, c'est pas le bon mot de passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brute forcer tous les mots de passe possibles. Enfin pas tous les mots de passe possibles. En fait je vais partir d'une liste de mots de passe qui s'appelle Dark Web 2017 Top 1000. Donc ça je l'ai récupéré sur Seclist, un site web où il y a plein de listes de mots de passe issus de leaks, de fuites. Mais je ne vais pas parler plus de site web, ce sera l'occasion, peut-être sur une autre vidéo. Donc je prends la requête post où il y a admin. Je fais CTRL-I, ou alors clic droit send to intruder. Et en fait intruder c'est donc un des outils de Burp qui permet de... en gros Burp c'est quoi hein, c'est donc un proxy qui permet de manipuler les requêtes web qu'on envoie et les réponses. Donc c'est vraiment typiquement fait pour le hacking. Donc, je vais renommer cet onglet brute force, puisqu'on va faire du brute force. Donc on voit bien qu'il a pris la requête que je lui ai envoyée. Et je vais utiliser l'attaque type qui s'appelle sniper. Donc en fait par défaut il prend tous les champs. Moi je vais essayer de juste brute forcer le mot de passe. Je vais prendre comme hypothèse que le nom d'utilisateur c'est admin. Donc du coup je clear ce qui m'a sélectionné par défaut et je sélectionne que le mot de passe admin et je fais add. Ça va être le champ qu'on va remplacer par le dictionnaire de mots de passe. Donc à chaque requête il prendra un nouveau mot de passe. Donc dans la payload de la charge utile il faut que je lui dise donc où est mon dictionnaire de mots de passe. Donc on va sur ROSMI. La machine s'appelle DC4 Dark Web. Donc là on voit tous les mots de passe qui sont dans le dictionnaire. Il y en a qui sont l'air un peu foireux. ça doit être un mauvais encodage. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre à changer par défaut. Option, Request Engine, etc. Ouais, je pense qu'on est bon. Donc je fais Start Attack. Donc là il précise que comme j'ai pas la version payante, ça va être plus lent que la version payante. Et je confirme que c'est vachement plus lent. Mais ça suffira pour cette vidéo j'espère. Donc à chaque requête qu'il fait, je vais en sélectionner une. Donc on voit la requête et la réponse. Donc la requête on voit bien qu'il garde admin à chaque ligne et qu'il change par contre le mot de passe, qui est la charge utile. Donc le mot de passe qu'il prend dans le fichier dictionnaire de mots de passe. Et donc il essaye comme ça, donc comme vous voyez, on peut pas le voir d'ailleurs le nombre de requêtes qu'il fait par seconde, là il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est pas la version payante, mais à chaque fois il y a une réponse 302, et à chaque fois la réponse a la même taille, donc ça c'est la taille de la réponse, et en général, si le mot de passe est bon, la taille de la réponse va changer, puisque le site web va répondre quelque chose de différent. Alors, je ne sais pas combien de temps il va mettre, surtout que c'est super lent. Donc je vais peut-être en profiter pour vous montrer un peu les fonctions de Burp. Donc Burp, comme on l'a vu, là où vous allez aller le plus souvent, c'est dans l'historique HTTP, donc toutes les requêtes qui vont vers le serveur. Dans Intercept aussi, quand vous voulez intercepter une requête pour la modifier avant de l'envoyer. Et aussi tout ce qui est history WebSocket, donc maintenant qui sont assez souvent utilisés. Donc les options de Burp, on peut faire des regex pour capturer et modifier des requêtes à la volée, à l'aller comme au retour. Le dashboard c'est assez utile, c'est là où là c'est plus dans la version pro, vous allez pouvoir lancer des scans où il va tester
les vulnérabilités classiques qu'il y a sur du web. Target, donc c'est là où on est allé tout à l'heure pour dire qu'est-ce qu'on avait dans le périmètre. On peut aussi exclure, moi j'utilise jamais ça. Par contre le scope j'utilise tout le temps. Le scope c'est aussi intéressant pour... bon ça c'est juste pour avoir la liste exhaustive des vulnérabilités web, mais c'est pas super important. Oui je disais le scope c'est super intéressant aussi dans le dashboard. Non, je dis une bêtise. Où c'est qu'on a dans le sitemap, pardon. Ici on voit qu'il y a un paquet de sites. Parce qu'en fait par défaut quand on lance Firefox, pareil sur Chrome, ça va interroger un paquet de serveurs au départ pour récupérer différentes informations qui aident Chrome ou Firefox à faire un bon service. Et donc pareil que tout à l'heure, sur l'onglet proxy, dans Target je peux filtrer sur seulement les sites qui sont dans mon périmètre, et du coup il affichera uniquement mon site. Donc sitemap c'est la carte du site, donc il va afficher toutes les pages du site qui renvoient quelque chose d'intéressant. Donc on voit pour l'instant qu'on a juste index.php et login.php qui sont utilisés, et comme login.php c'est un post, on a même les paramètres du post en dessous. Voilà. Proxy on en a parlé, intruder donc c'est ce que je suis en train d'utiliser. Ça fait pas que du brute force, il y a différents types d'attaques possibles qui sont présentes. Je fais un petit check pour voir où ça en est. Ouais, je sens que ça va être long quand même. Donc le moyen plus rapide pour voir s'il y a une requête qui a une réponse de longueur différente, c'est de cliquer sur line. Donc ensuite on a quoi? Repeater, vous allez l'utiliser souvent, là c'est plus pour jouer à la main, donc vous prenez une requête que vous envoyez dans l'history. Donc par exemple, si on voulait faire ce qu'on a fait là à la main, en clic droit au lieu de faire envoyer à l'intruder, on l'envoie au repeater. Et donc dans le repeater, je peux rejouer la requête, qui va évidemment me répondre toujours la même chose, mais ça permet de jouer, si je voulais par exemple faire à la main, tester Toto, pof, je le rejoue ici, sans affecter l'historique HTTP, et puis donc on peut jouer avec tout ce qui existe dans la requête. Séquenceur, c'est pour faire des séquences d'envoi, ça va pouvoir être sympa pour tout ce qui est gestion des jetons anti-CSRF, ce genre de choses. Décodeur c'est plus s'il y a du base64 ou de l'URL en code à décoder, vous pouvez jouer avec ça. Compareur, ça aussi c'est utile, c'est pour comparer deux réponses, quand évidemment les réponses sont très longues et qu'il y a juste quelques caractères qui changent, c'est très pratique pour comparer et trouver la petite bête. Après il y a pas mal d'extensions, donc sur celui-là j'en ai pas mis puisque c'est la version community, mais il y a quelques extensions sympas qui peuvent être installées. Project Option, donc c'est plus les options liées au projet, parce que quand vous êtes sur la version pro, vous pouvez enregistrer ça comme un projet. Pour chaque mission, moi je crée un nouveau projet. Et enfin, User Option, donc ça c'est plus les options générales, on va dire. Notamment, c'est là où on change le look and feel. On peut avoir, pour ceux qui sont plutôt jour, un look and feel de jour. Moi, je suis plutôt Darkula, et je préfère les fontes sombres. Alors voyons, est-ce qu'il a trouvé quelque chose ou toujours pas? Toujours pas. Alors ce qu'on va faire pour gagner du temps, on reviendra dessus après, je vais checker quel est le mot de passe qu'il est censé trouver. Donc si on fait carte dark web, comment je vais faire ça? Je vais faire ça plutôt avec mousepad. Est-ce qu'on peut afficher le nombre de lignes sur ce truc? Line number. Voilà, donc le bon mot de passe qu'il va trouver normalement c'est happy tout court. Et on n'est pas rendu, il est super loin. Donc on reviendra plus loin dans la vidéo pour voir s'il l'a bien trouvé. Mais je peux vous confirmer que c'est bien happy le mot de passe à trouver en utilisant le repeater qu'on a fait là. Donc ici si je mets le mot de passe happy, on voit que la réponse
est différente, il y a marqué You are currently logged in. Donc on va le laisser tourner et attendre qu'il arrive à ce mot de passe là. Mais je suis même pas sûr que d'ici la fin de la vidéo il y soit. Donc ce que je vais faire, est-ce qu'on peut modifier en live les mots de passe? Donc là je l'ajoute en live. Il le met pas bien à la fin, est-ce que je peux le monter en priorité? Je ne crois pas. Alors je vais faire un truc sale, c'est que je vais enlever un paquet de mots de passe. Genre j'en sélectionne plein, je fais remove. Et du coup est-ce qu'en temps réel il a pris la nouvelle liste? Je suis pas sûr du tout. C'est ça là ce que je suis en train de faire. Alors ce que je vais faire sinon c'est que je vais faire pause et je vais le laisser trouver le mot de passe et je reviens à ce moment là. Voilà, donc ce que j'ai fait pour gagner du temps, c'est que j'ai monté le mot de passe à trouver au début de la liste, donc là il est en 15e position, et donc on voit bien qu'en utilisant l'outil Intruder, on trouve le moment où la réponse a une taille différente, donc le moment où c'est le bon mot de passe. Avec la version Pro, franchement, la liste là, il y a 1000 mots de passe, ça se fait en même pas une minute quoi, enfin c'est super rapide, hein. C'est vraiment le fait que j'ai pas la version Pro qui fait que c'est super lent. Donc je vais arrêter l'attaque puisque ça sert à rien qu'elle aille plus loin, et je vais aller sur le site en mettant donc le mot de passe qu'on a trouvé grâce au brute force, qui est donc admin. Et ça ne marche pas, pourquoi? Je me suis loupé ou quoi? Ah ouais, je suis loupé. Ok, donc on tombe sur effectivement un site web très sobre qui a l'air d'être effectivement pour un administrateur à distance. Donc il n'y a qu'une seule chose, un truc qui s'appelle command.php, allons dessus, et on voit que il y a un lien pour revenir au menu et on peut afficher les fichiers. Quand je fais run, il fait un ls-l en fait. On peut afficher le disk usage du-h, le disque free df-h. Donc comme toujours, hein, vu que je passe par le proxy burp, à chaque fois que je clique sur un bouton, ben, dans l'historique de burp, la requête qui est utilisée passe et est enregistrée. Donc là on voit bien qu'il fait un get sur le commande, et là on voit bien qu'il fait un post, et le post c'est ls-l pardon. Donc vous aurez compris que effectivement c'est la sortie du ls-l et que le ls-l est codé dans le paramètre de la requête post. Donc ça c'est une grosse erreur d'un point de vue cybersécurité, puisque l'entrée utilisateur, donc ce qui est modifiable par l'utilisateur et donc par l'attaquant, contient la commande. Donc a priori je peux modifier la commande, donc je vais faire CTRL R pour envoyer ça dans le repeater. Donc là on va faire commande, c'est pas vraiment de l'injection, mais bon, on va dire injection. Pas vraiment de l'injection parce qu'en gros on sait juste on modifie la commande. Donc là si je fais un send, on voit qu'effectivement il fait bien ls-l. Et si je rajoute un A, pour voir s'il fait ls-la, bim, on voit bien que ça affiche ces 2 points en plus, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc il affiche les fichiers cachés, bon là il n'y en a pas, mais les fichiers cachés qui commencent par point. Mais il y a le point et le point qui symbolisent le répertoire courant et le répertoire au-dessus. Bref, donc ben maintenant on peut effectuer les commandes qu'on veut. Donc on pourrait essayer d'avoir un reverse shell, mais je vais aller au plus vite vers la solution. Donc je rappelle, nous ce qu'on veut c'est afficher le fichier cat/password. Je
Je fais CTRL U pour l'encoder en format URL. Mais ça n'affiche rien, probablement parce que l'utilisateur avec lequel on tourne n'a pas les droits. Donc je vais essayer de faire ID. Vous voyez ici qu'on tourne avec l'utilisateur www.data. Et du coup, si je fais un ls-l/, pour voir les droits, d'ailleurs on va dire /password, donc je vais voir les droits sur ce fichier, pour voir s'il n'y a que le root qui peut l'afficher. CTRL U, tac. Et on voit bien que c'est que le root qui peut l'afficher, donc c'est normal, je peux pas l'afficher. Donc il va falloir élever ses privilèges pour pouvoir afficher ce fichier. Il faut en gros devenir root. Donc pour devenir root, une bonne option c'est de faire de l'énumération. Donc on peut déjà voir quels sont les utilisateurs qui existent sur cette machine. Donc il y a plusieurs machines, plusieurs façons, je peux faire un cat etc pass wd, où je peux afficher tous ceux qui ont un répertoire home. Et là on voit qu'il y a 3 utilisateurs, Charles, Jim et Sam. Si on se promène, est-ce qu'on peut afficher le contenu des répertoires? Donc j'essaie d'afficher le contenu de Charles, on n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit sur Jim? Jim on a le droit. On voit qu'il y a un test.sh, un mbox et un backup. Backup ça semble intéressant, hein. C'est un genre de répertoire qui peut avoir des données intéressantes. Ou allpassword.back, là c'est clairement quelque chose qu'on veut afficher. Donc je vais faire pas un ls d'ailleurs, je vais faire un cat de allpasswords.back pour afficher ce fichier. Et ça m'affiche plein de mots de passe. Bon, c'est pas très réaliste, mais ce qui peut être plutôt plus réaliste que j'ai déjà eu en mission, c'est par exemple quand on finit tard le soir pendant la mission et que les admins sont partis, en allant dans leur bureau, les admins IT, on peut tomber parfois sur un paquet de mots de passe sur des post-it, enfin, ça m'est déjà arrivé, et du coup il faut intégrer tous ces mots de passe dans une liste de dictionnaire de mots de passe, et après on peut essayer de faire du brute force, donc brute force intelligent entre guillemets, ou en tout cas un brute force beaucoup plus limité, puisqu'on a beaucoup moins de mots de passe à tester. Donc je vais mettre ça dans list password.txt. Donc je vais quand même faire pour information le fichier qu'on affiche tout le temps, c'est etc password passwd, qui donne le même type d'information, donc les différents utilisateurs existants. On voit bien qu'ils ont des shells associés. Donc on va refaire du brute force, mais ce coup-ci la différence c'est qu'on va essayer de brute forcer le service SSH. Donc pour rappel, quand on a fait au début le nmap, on a vu qu'il y avait le port 22 ouvert en SSH. Donc maintenant, comme on a des noms d'utilisateurs qui sont Jim, Sam et Charles, et qu'on a une liste de mots de passe, donc a priori c'est plutôt Jim, hein, parce que c'est dans le répertoire /home de Jim qu'on a trouvé cette liste de mots de passe, on a envie d'essayer tous ces mots de passe en se connectant à SSH avec. Pour ça c'est assez simple, on va utiliser Hydra qui est donc je pense le logiciel le plus utilisé pour faire du brute force, parce qu'il est vieux et parce qu'il est codé en C, donc ça bombarde en vitesse. On peut s'amuser à faire un fichier users où on met tous les utilisateurs existants, comme ça on va tester les trois d'un coup. Et faisons ça. Users.txt, et donc je vais mettre les trois, Charles, Jim, Sam. Et donc ensuite je peux faire hydra-l users.text, donc tous les utilisateurs qu'on veut tester, -p list password, les mots de passe qu'on veut tester. Ensuite la cible, c'est tf03 si je dis pas de bêtises, oui. .rootme.org. Et on va tester ça en SSH. Bim. Donc là, par contre c'est open source, hein, donc il n'y a pas de souci pour que ça bombarde d'entrée. Et ça bombarde à quelle vitesse? Il n'affiche pas la vitesse.
affiche le nombre de mots d'essai par thread. Donc par défaut il fait 4 threads. Ça nous donne pas la vitesse. Il y a quand même 753 essais à faire. Alors comment il arrive à ce chiffre? Eh bien j'imagine que si on compte le nombre de lignes dans le mot de passe, il y en a 251, et comme il y a 3 utilisateurs, 251 x 3 est égal à 700... combien on a dit? 753. Ah voilà. Donc là il donne un statut, 180 essais par minute, vu qu'on a 750 essais à faire, il aura fini dans 4 minutes. Espérons que ça passe. Une fois qu'on aura, enfin s'il trouve quelque chose, on pourra se connecter directement à SSH avec SSH, le nom d'utilisateur, la machine, step03-outme.org. Et après, il n'y a pas besoin de faire plus. Je refais une petite pause en attendant qu'il trouve. Bon, j'ai bien fait de faire une pause, ça a pris plus de temps que prévu. Alors je vais en profiter pour montrer un peu ce qui s'est passé. Donc en fait, on a fait dans un premier temps... en fait, le serveur, j'ai l'impression que le serveur tenait pas la charge, il a planté. Donc j'ai dû relancer une partie dans une autre salle, qui est donc la salle 14. Donc au début, je ciblais la CTF03, et donc j'ai dû changer de salle. Donc, après j'ai ciblé la CTF14. Et au passage, je me suis rendu compte que je vous ai dit une bêtise, c'était pas 4 threads qu'il utilisait, mais bien 16 actives. Et il conseillait d'en mettre que 4, parce qu'en général SSH apparemment supporte que 4 connexions parallèles. Donc c'est ce que j'ai fait sur la nouvelle machine. Donc au début j'ai dû le faire trop tôt, la machine n'était pas encore démarrée, mais là c'est passé. Après j'ai fait une pause parce que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de tentatives par minute, donc j'ai essayé d'élever le nombre de threads à 8. Et on voit que là il allait beaucoup plus vite, pourtant il y avait toujours que 4 threads actifs. Pourquoi? Parce qu'apparemment automatiquement il me dit... c'est qui dit ça? Il dit que c'est maximum 4 tasks pour un serveur, donc il baisse lui-même automatiquement à 4. Bref, au final, après avoir attendu un bon quart d'heure, au final, même plus je crois, il finit par trouver un couple d'identifiants mot de passe qui marche, et donc c'est Jibril04. Donc, je vais me connecter en SSH. Ah oui, au passage, important, j'ai utilisé -R ici pour pas repartir à 0, mais faire ce qu'on appelle du restore sur Hydra, donc repartir d'où il en était. Donc il est tout à fait possible évidemment de faire une pause lors d'un brute force et de reprendre au point où on en était. Donc je me connecte en SSH sur le serveur en tant que Jim, le serveur qui est devenu un Step 14. Je vous montre, on est dans la salle 14 maintenant. Et le mot de passe est affiché ici à gauche, Jibril04. Yes. Donc à partir de là, il y a pas mal de possibilités de privesc. Alors déjà première chose, enfin on l'a déjà vu tout à l'heure en www-data, donc je le remonte, il faut être root, hein, donc on n'a toujours pas les droits d'afficher root en tant que Jim. Par contre si on fait sudo-l pour afficher un peu ce que Jim peut faire avec des droits d'utilisateur privilégiés, ça me demande le mot de passe Jibril04. Il n'est pas dans les utilisateurs sudo, donc on peut pas utiliser cette technique. Donc après ce qui reste à faire en général, enfin il y en a un paquet de choses, mais on peut faire de l'énumération, voir ce qu'il y a dans son répertoire. On avait déjà un peu commencé tout à l'heure, c'est comme ça qu'on avait trouvé dans son backup son mot de passe. Là on voit rien de bien intéressant, par contre on voit qu'il utilise des mails, donc peut-être ça peut être intéressant de consulter les mails du serveur. Par exemple, on a justement un fichier qui s'appelle Jim. Donc si je l'affiche ce fichier, ça affiche un mail qui vient de Charles to Jim,
où il dit bonjour Jim, blablabla. Et il lui donne son mot de passe. Ouh là là, c'est sale. Ne jamais faire ça, envoyer son mot de passe à quelqu'un. Donc du coup on a le mot de passe de Charles apparemment. Donc je vais l'essayer de ce pas. Ça passe, on devient Charles. Donc là c'est ce qu'on appelle du mouvement latéral. Donc je change de droit de l'utilisateur Jim, je deviens Charles. Et Charles, peut-être que lui il a des choses sur sudo. Oui, Charles il a le droit d'utiliser un binaire qui s'appelle usrbintihi en tant que route. Donc c'est probablement une bonne piste pour essayer de devenir route et afficher ce fichier qui est notre objectif, je le rappelle. Donc qu'est-ce que c'est usrbintihi? Alors je le connais pas, mais en tout cas j'imagine que c'est même pas un installateur Unix standard. Un binaire pardon, Unix standard. Par contre ce qui est standard c'est ti, qui lit sur l'input et écrit sur l'output. Donc c'est probablement un fork ou un truc qui a été modifié dans ce sens là. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais faire un peu des tests vite fait dans /tmp, où je vais créer un fichier touch tenflow et on va mettre du contenu dedans. On va dire Toto à la playa. Et du coup, si je fais ce fameux utilitaire que je ne connais pas dessus, qu'est-ce qui se passe? Rien. Est-ce que c'est un truc genre, il prend quelque chose en input et il l'affiche en output? Quoi, ça fait juste de l'écho? Étrange. Si je fais cat, non on va faire echo. Echo Lisbeth Rocks. Et je le balance dans ce truc. Lisbeth Rocks. Oui, ça a l'air de faire de l'écho quoi. Et du coup, est-ce que je peux pas l'utiliser pour écrire dans un fichier? Lisbeth. Ah bah j'ai reloupé mon Lisbeth. Cat Lisbeth. Ouais, ça l'affiche bien. Alors, est-ce que j'ai moyen d'utiliser ça? Bon, on va essayer. Hein, si je fais, parce que là, du coup, je peux utiliser le binaire en question, mais évidemment, je change pas les droits puisque je n'utilise pas sudo. Donc, je vais essayer de le faire avec sudo. Donc, je reprends ma super commande là. Ici, je fais un sudo that's all. Et je vais rediriger dans Lisbeth en écrivant comme il faut, Lisbeth. Mais ça l'écrit en tant que Charles. Il y a peut-être une option à la con à trouver. Qu'est-ce qu'il y a comme option sur T? Il y a -A pour append. Donc si je fais append, est-ce que ça change quelque chose? Nope. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant le happen, peut-être que... Bah non, ça marche pas. Il m'a écrasé le contenu, ce con. Ah oui, peut-être parce que il fallait pas mettre le tiret comme ça. Lisbeth.rocks, j'essaie un troisième test sans mettre de redirection. Ah voilà. Là, quand je mets pas de redirection, mais que j'ajoute à la fin d'un fichier, donc lisbeth.rocks, on voit qu'il a créé le fichier en tant que route. Et donc j'ai possibilité a priori d'ajouter du contenu dans les fichiers route. Du coup évidemment nous ce qu'on veut ajouter comme contenu ça va pas être Lisbeth Rocks, mais le fichier qui peut être intéressant de modifier c'est évidemment etc
password swd, où on peut se rajouter un utilisateur dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est echo, on va l'appeler tenflow. Donc ça c'est je respecte le formalisme, hein. Il faut bien mettre je sais plus comment il s'appelle celui-là, un UID ça doit être, à 0 pour avoir les droits à route. Sinon on n'aura pas les droits à route, et c'est ce qu'on veut, ce serait dommage. Donc je reprends le fameux binaire TI-A etc password. Je fais un tail etc passwd pour vérifier que ma modification a marché. Ça a l'air d'être bon. Il y a bien un utilisateur tenflow qui a été ajouté au fichier. Donc si je fais un su tenflow, bim, je suis bien route puisque j'ai mis un UID à 0. Donc en tant que route, je peux afficher ce qu'on voulait faire depuis le début, le flag dans le fichier /passwd. Et je peux valider la box. Erreur de validation du flag, elle est bonne celle-là. J'ai raté mon copier-coller. Ouais. J'avais raté le copier-coller. Tenflow route la box. Parfait, parfait. Donc là, la vulnérabilité pour l'escalade de privilèges, c'était d'utiliser sudo. C'est une vulnérabilité assez classique. Il faut faire très attention à la configuration de sudo. Dès qu'on autorise un sudo sur un binaire qui permet de faire des choses en écriture, et ben on peut écrire dans le /password et se créer son propre utilisateur. Bon, bah après cette vidéo qui j'aurais aimé la faire un peu plus courte, mais tant pis pour cette fois, eh bien je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo permettant de faire un pas de plus vers le niveau de hacking de Lisbeth Salander.